Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Je suis très heureuse d'introduire cette rencontre des rendez-vous de l'histoire de Blois, cette carte blanche aux éditions du Seuil, organisée autour d'un beau livre qui vient de paraître, qui est ce beau livre rouge, si vous ne l'avez pas encore vu, avec une couverture magnifique, dont l'auteur est ici, dont l'auteur est mon collègue et confrère Philippe Broussard, là juste à ma droite. C'est un beau livre qui est aussi un livre de photos étonnantes, de photos prises pendant l'occupation, sur le vif, qui documente une vie très particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir, le Paris occupé par les troupes allemandes. Des photos qui étaient jusqu'à l'enquête de Philippe totalement ignorées, dont on ne connaissait, enfin pas tout à fait, on verra que c'est pas complètement, elles n'étaient pas totalement complètement ignorées, mais en tout cas on ignorait et l'auteur, et la motivation, et le contexte général de la prise de ces clichés. Donc c'est un livre d'histoire que j'ai sous les yeux, mais c'est aussi l'histoire d'une enquête. C'est un livre qui raconte par le menu ce que ça veut dire que d'enquêter. Et Philippe est un enquêteur professionnel, puisque j'ai oublié de le dire, il s'occupe du pôle des grands reporters au journal Le Monde et il a publié de nombreuses enquêtes pour le journal, et y compris il a écrit de nombreux livres, des enquêtes tout à fait polars un peu, hein, avec des recherches aussi bien sur des assassinats, l'assassinat d'une prostituée bulgare, une disparue en Argentine. Voilà. Donc on a quelqu'un qui fait de l'enquête contemporaine, qui tout d'un coup s'est retrouvé à travailler sur l'histoire. Et à ma gauche, j'ai quelqu'un dont la profession est aussi l'enquête, mais l'enquête historique depuis le départ, qui est une grande spécialiste de l'occupation que vous connaissez sans doute, qui est Bénédicte Vergès-Chaignon. Alors, il se trouve que les hasards de l'édition rendent ça assez amusant, enfin sont tout à fait bienvenus, puisque Bénédicte Vergès-Chaignon publie avec Nicolas Ragonneau un livre sur les éditions Harcourt, les studios Harcourt, pardon, qui sont donc aussi des studios de photos, comme vous le savez, hein, les mythiques studios Harcourt, qui, sous l'occupation, ont eu une activité particulièrement florissante. On le verra, c'est pas forcément à leur honneur, mais vous précisez que les studios Harcourt ont changé de propriétaire depuis plusieurs fois. Voilà. Et donc j'ai oublié de dire que vous êtes, quand je disais que vous étiez une grande spécialiste, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la période de l'occupation, et vous êtes l'autrice de la biographie de Pétain qui fait référence aujourd'hui, qui était parue il y a une dizaine d'années. Alors, tout commence donc avec des photos, un stock de photos ignorées, ou pas tout à fait, on va y revenir, qu'on te confie, Philippe, que deux amateurs de photographie te confient, et sur lesquels tu vas te mettre à travailler jusqu'à une enquête qui va d'abord être publiée dans le journal Le Monde, une série qui date du mois d'août 2024. Mois d'août 2024. Voilà. Et que certains d'entre vous dans la salle ont forcément lu. Et pour se rendre compte peut-être de ce qui vous intéresse ou de jusqu'où on va aller dans la discussion, est-ce que ça vous dérangerait de nous dire qui a lu l'enquête dans le journal Le Monde ? Ah ouais, quand même. Gros succès. Ouais. Alors, on va commencer justement par, voilà, le mystère de l'album photo. Et c'est très pratique parce qu'on voit la reproduction, enfin moi je la vois pas très bien, mais voilà, de l'album. D'abord, merci de m'accueillir et merci d'être si nombreux. Et c'est toujours un plaisir pour un auteur ou un journaliste donc d'être confronté d'une certaine manière à ses lecteurs. Donc cette histoire, je vais essayer de la résumer, même si vous la connaissez, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques personnes qui ne la connaissent pas forcément. Mais donc à l'été 2020, une amie qui s'appelle Stéphanie Collot et qui est passionnée de photos anciennes trouve avec son compagnon dans une brocante du sud de la France un album assez extraordinaire comportant 377 photos en noir et blanc prises entre 1940 et 1942. Et ces photos ont la particularité d'être numérotées, datées et de comporter au verso des commentaires souvent ironiques sur les Allemands. Et puis, à la première page de cet album, il y a une petite fiche. Et cette petite fiche que vous apercevez plus haut, elle dit en substance « À la libération de Paris, j'ai récupéré auprès d'un réseau de la résistance un lot important de photos prises par un promeneur parisien, sans autre précision. En d'autres termes, il a eu le courage de les prendre, ayez le courage de les examiner. » Et donc, ce message qui avait un côté bouteille à la mer,
signé d'une toute petite signature indéchiffrable. Donc, mon ami m'appelle en me disant, c'est assez extraordinaire, impossible de savoir qui a composé cet album, impossible de savoir qui a fait ces fameuses photos. Et elle connaît mon goût pour les mystères, et elle me dit, est-ce que ça t'intéresserait, oui, ça t'intéresserait de te lancer dans cette enquête, dans ce double mystère. Elle avait bien visé, puisque j'ai évidemment accepté. Honnêtement, je ne pouvais pas faire autrement. À partir du moment où vous avez un petit mot comme ça, où il est écrit il a eu le courage de les prendre et il a le courage de les examiner. Alors, ce n'était pas du tout une question de courage. Le courage, il n'est pas chez moi, il est chez lui, évidemment. Je dis lui parce qu'on saura par la suite que c'est un monsieur, mais j'ai pensé que c'était une dame à un moment. Tout ça pour dire que voilà, l'enquête a commencé donc à la rentrée. Sur cette interpellation, c'était impossible de refuser, et l'enquête a commencé. Et elle a duré 4 ans pour la série d'articles parus dans Le Monde, et ensuite 1 an de plus pour le livre. Dans lequel il y a une énorme partie, une grosse partie qui est en exclusivité, on dirait, dans le livre. Oui, d'une certaine façon, oui, avec une centaine de photos qui sont reprises avec les fameux commentaires. J'ajouterais que moi, à la base, quand je me lance dans cette enquête, je ne suis pas historien, je suis journaliste, tu l'as dit. On se permet de se tutoyer, excusez-nous, mais on se côtoie tous les jours au journal, on peut se dire oui. tu. Hein, voilà. Donc, voilà, je pars un peu de zéro, si ce n'est que j'ai quelques connaissances quand même sur cette période, mais qui sont relativement limitées. Et je reviens sur ces fameux commentaires. Ils sont tellement intrigants, ils constituent en eux-mêmes de tels actes de résistance et de rébellion contre les Allemands que là, c'est pareil, c'est une incitation à aller plus loin et à savoir qui a produit ce trésor. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, mais il y a cette fameuse photo prise sur les boulevards et qui est légendée ainsi. Monsieur Fritz sur les boulevards, ira-t-il avec les 2 poulettes à l'hôtel avec les 2 poulettes? Mystère, point d'interrogation. Vue prise le 14 juillet 1940 vers 14h et la photo numéro 8. Ça, c'est le concept général de cette immense collection de photos. Et celui-ci, des photos datées, numérotées, commentées, et qui nous montrent un pari qu'on ne voit pas ailleurs. On est hors propagande. Voilà, alors c'est ça justement sur lequel je voudrais qu'on insiste avec vous, Bénédicte Vergès, c'est que ce sont des photos exceptionnelles parce qu'en fait, c'était une réalité par exemple que je n'avais pas en tête, il était totalement interdit de prendre des photos à cette époque-là. Il était interdit de prendre des photos en extérieur, effectivement, en zone occupée. Et bien entendu, les photographes qui étaient autorisés devaient soumettre de toute façon ensuite leurs clichés à la censure. Voilà. D'où le fait, alors c'est moins la question du matériel, d'arriver à se procurer des pellicules qui posent un problème entre 40 et 42. Ça va être le tirage qui va poser un peu plus de problèmes, faute de papier et de produits chimiques. Mais donc, c'est possible pour les amateurs de continuer à photographier chez eux leurs enfants ou ce que vous voulez. Mais en extérieur, non seulement c'est interdit, mais c'est passible réellement de peine de prison. C'est vraiment passible d'ennuis sérieux. Donc, il ne s'agit pas de se faire prendre. Et c'est vrai que quand Stéphanie Collot, donc l'amie de Philippe, me contacte pour la première fois en me disant « on a trouvé ça, on va essayer de faire un documentaire », elle m'envoie quelques clichés et je me rends bien compte effectivement que ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude. Ce qu'on voit d'habitude, ce sont des photos de reportage ou quand nous voyons des Allemands dans la rue, ce sont souvent les Allemands qui s'entre-photographient entre eux puisqu'ils font beaucoup de tourisme, en particulier à Paris. Et c'est vrai que le jeu des hypothèses, il commence à ce moment-là. Et quand je vais rencontrer Philippe Brossard, ça va être ça au début. Et je crois que à la fois c'est judicieux, mais en même temps ça fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'on y va de toutes les hypothèses qui pourraient être imaginées dans le contexte de l'occupation.
Oui, effectivement, une des premières démarches de mon côté a été il y en a eu deux. Il y a eu 2 temps très importants. Le premier temps a été celui de voir s'il existait ailleurs des photos comparables. Or, c'était le cas. Il y en avait au musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, mais musée dont les responsables ne connaissaient pas vraiment l'origine, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas d'où venait et qui était surtout ce mystérieux photographe. Et puis, il y avait un troisième lot dont on parlera tout à l'heure. Mais au total, on s'aperçoit assez vite qu'au-delà des 377 de l'album, il y en a d'autres. Donc, comme elles sont numérotées, c'est pratique, on en a environ 700. Donc, ce qui est un fonds absolument extraordinaire, unique. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis dans la phase de défrichage. Mais c'est assez vertigineux parce que je me pose des questions, effectivement, sur l'album en lui-même, la fameuse personne qui a signé ce message, ayez le courage de les examiner, et bien sûr, sur le photographe. Et quand je rencontre des historiens tels que Bénédicte ou d'autres, je pose des questions peut-être un peu naïves, des questions de journalistes sur le contexte de l'époque, comment on faisait pour faire tirer des photos, est-ce que l'on pouvait, comment se déplaçait-on dans Paris à ce moment-là. Donc c'est toute cette mise en contexte qui a pris un certain temps et qui m'a laissé face à un nombre d'hypothèses totalement vertigineux. C'est-à-dire, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un policier? Est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du renseignement? Est-ce que c'est un Allemand? Je ne sais plus si c'est vous qui m'avez posé la question, mais c'est Moi, possible. j'étais plus dans la team gendarme à cause de certains clichés qui sont pris aux abords d'un camp de prisonniers de guerre français qui se trouve encore à l'été 1940 à côté de Versailles et autour duquel on trouvait également un peu de gendarmes français. Donc ma première idée, c'est ça effectivement, je suis plus dans la team gendarme que dans la team allemand au début. Oui, c'est vrai. Et en fait, parce qu'il y a énormément de photos qui sont prises à des endroits que je qualifierais de stratégiques. Des places, des ponts, des monuments. Et à un moment, je me suis dit, effectivement, comme vous le pensiez, peut-être est-ce que c'était un policier ou un gendarme qui était de faction à cet endroit. Il y en avait encore des policiers et des gendarmes français qui étaient sous le contrôle allemand, mais qui travaillaient encore, et qui étaient, par exemple, là vous voyez une photo, peut-être qu'il était place de la Concorde en faction. Et donc, je me suis tourné vers des historiens de la police, des historiens de la gendarmerie, savoir s'ils avaient eu vent dans leur recherche de policiers ou de gendarmes qui auraient résisté et auraient été connus pour avoir pris des photos. Mais là, j'ai fait chou blanc à ce moment-là. Donc, il a fallu ouvrir beaucoup de portes et en fermer pas mal aussi. Qu'est-ce qu'elles ont pour l'historienne d'exceptionnel, ces photos? Parce que vous parliez du militarisme, du tourisme militaire allemand. On en entend beaucoup parler dans ce livre que vous venez de publier sur les studios Harcourt. Par exemple, il y a un militarisme organisé par les Allemands pour que des officiers allemands ou même des soldats allemands viennent se reposer, traverser Paris. Alors, il y a des petits guides, les endroits où il faut aller. Et puis, les studios Harcourt font partie des endroits où on peut aller. Alors, oui, en réalité, pour être simple, le choix de l'armistice avec une zone libre, un gouvernement français, etc., c'est pour économiser les forces d'occupation allemandes en France. Puisque dans un premier temps, l'objectif d'Hitler, ce sera l'invasion de la Grande-Bretagne, et dans un deuxième temps, à partir de juin 1941, il faudra qu'il utilise ses forces sur le front de l'Est. Donc, les Allemands qui se trouvent à Paris, pour une bonne part d'entre eux, ne sont pas des forces d'occupation, ce sont des Allemands qui sont en permission, en repos, en vacances à Paris et pour lesquels il y a toutes sortes d'activités touristiques qui sont présentées dans une publication bimensuelle qui s'appelle Der Deutsche Wegleiter, le guide allemand à Paris, sous-titre Wohin in Paris, ou à Paris. Et donc, c'est comme l'officiel des spectacles pour les gens les plus âgés, à destination des militaires allemands, avec les circuits à effectuer et les bonnes adresses.
de magasins, de cabarets, de restaurants, de salles de spectacle, de studios photographiques, effectivement. Et là, on n'est pas dans la dimension de propagande, on est dans la dimension prenons nos aises en France. Et c'est exactement ce à quoi renvoient les commentaires des photos. On perçoit que c'est un Parisien ou une Parisienne qui vit de plein fouet cette présence allemande qui en prend tellement à ses aises. Alors, même pas forcément dans un registre politique ou militaire, mais qui est là, voilà, en vainqueur qui profite. Et c'est le sens de beaucoup de ces photos qui ont donc une dimension de vie quotidienne, qui est moins la vie quotidienne des Français que la vie de ce que, dans leur quotidien, les Parisiens voient et ressentent. Les Allemands. On le voit par exemple, donc il demande son chemin. Visiblement, c'est officier allemand. Là, je pense oui, c'est à l'évidence un officier allemand qui est en train de regarder sans doute un plan du métro ou un plan de Paris avec cette dame. Alors, j'imagine que, comme il y a beaucoup de lecteurs de la série dans la salle, vous savez pourquoi cette photo est fascinante. C'est qu'au premier plan, vous apercevez une ombre. Et c'est la seule sur 700 où on aperçoit son ombre. Donc, ça, c'est vraiment l'enquêteur. Oui, mais là, c'est assez évident. Alors maintenant, je l'ai regardée 250 fois, cette photo, donc c'est normal. Mais elle est intéressante à double titre. D'abord parce qu'il y a cette ombre, et j'allais dire, c'est une invitation à poursuivre l'enquête. C'est assez fascinant. Et puis après, un élément technique qui a son importance, c'est que vous avez remarqué qu'il n'a pas les bras levés pour prendre sa photo. Donc il tient visiblement l'appareil, soit il le tient, soit il a imaginé un dispositif, mais en tout cas, qui lui évite de lever les bras. Donc, quand vous avez un petit moment de doute ou de moins bien, en imaginant arrêter l'enquête et que vous voyez une photo comme ça, vous vous dites c'est pas possible. Donc, l'ombre est là, il faut y aller. D'ailleurs, Philippe, effectivement, sur le cadrage des photos, ça a fait partie des hypothèses où on se disait, alors est-ce qu'il est assis ? Est-ce qu'il est assis dans une voiture ? Mais du coup, s'il peut avoir une voiture dans les conditions où il fallait un permis spécial et des bons d'essence, alors qui est-ce que ça peut être ? Ça nous renvoie à l'hypothèse gendarme. Je me suis même renseigné. Des fois, je me suis inquiété de ma propre santé mentale, franchement. Mais dans l'hypothèse gendarme, il y avait un peloton de gendarmerie chargé du maintien de l'ordre qui était doté de sidecar. C'est-à-dire, vous aviez un gendarme qui était sur la moto et il avait un collègue juste à côté. Et je me suis dit, si ça se trouve, ils étaient dans un sidecar, il était bien stable avec son appareil et il prenait ses photos. Bon, ça n'a rien donné, mais j'ai envisagé l'hypothèse. Bon, alors on progresse un peu et tu tombes sur un petit livre dans une maison d'édition inconnue. Inconnue, non, qui avait un stand ici ces derniers jours. Oh là là, oui, une édition. Bon, alors une maison un peu spécialisée. On n'a pas travaillé le show là, mais ça c'est. Bon. Je suis spécialiste de sciences humaines. Ce ne sont pas des sciences humaines. J'avoue ma grande ignorance. Voilà, je vous explique. C'est en fait les éditions du Petit Pavé. En tout cas, voilà, c'est joli comme nom. C'est un très beau nom et effectivement, bien avant la publication de la série, il y a eu ce livret avec des photos qui sont visiblement de la même origine, même s'il y a des différences dans les légendes. Mais la collection, disons, fait parfois doublon avec celles qui sont à Champigny ou celles qui étaient dans le fameux album trouvé par Stéphanie. Mais en tout cas, c'est un troisième lot et qui est arrivé entre les mains d'un passionné d'histoire, monsieur Albert Hude, et qui lui-même le tenait d'un vieux monsieur dont la maman, si vous me suivez, était vendeuse de parfums au printemps. Donc ça, c'est cette dame, après la guerre, ou pendant la guerre, s'est retrouvée en possession d'une centaine de photos. Donc, pour résumer, il y a les photos de l'album, des photos à Champigny et des photos en possession de cette dame qui était vendeuse de parfums au printemps. Et j'ai passé des mois par la suite à essayer de retrouver traces de gens qui l'ont connue, de sa famille. Et finalement, ça a été possible. J'ai même récupéré une photo de cette dame que vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc, cette dame était Renée Damien, une dame qui avait un sacré caractère, d'après des gens qui l'ont connue, qui a une forte personnalité, qui était ouvertement anti-allemande à l'époque et qui travaillait donc dans un grand magasin, Le Printemps.
Alors pourquoi c'est important de mieux comprendre comment cette dame est entrée, d'essayer de comprendre comment cette dame est entrée en possession de photos? C'est parce que c'est important dans l'enquête, c'est une étape majeure puisque ça me permet de commencer à faire un lien avec un grand magasin, Le Printemps. Et donc, j'ai pris contact à ce moment-là avec 2 jeunes femmes qui sont archivistes au Printemps, qui s'occupent des archives, des documents historiques de ce grand magasin qui a dû être fondé en 1865 ou quelque chose comme ça. Alors, beaucoup d'archives ont disparu, mais d'autres sont encore là. Et donc, mon idée, c'était d'essayer, en prenant contact avec ces jeunes femmes, de voir dans l'histoire du magasin, à l'époque de l'occupation, s'il y avait eu des actes de résistance, des réseaux, ou si on avait entendu parler d'une histoire de photos. Et là, c'est la porte d'entrée dans un univers absolument fascinant, ce grand magasin. Et c'est là que tu te retrouves enfermé dans une petite pièce avec plein de cartons. Oui, c'est-à-dire que Alessia et Élise, les 2 jeunes femmes en question, donc elles aussi se sont prises au jeu de l'enquête et du mystère, comme pas mal de personnes d'ailleurs dans cette histoire. Et elles m'ont laissé accéder à des tas de dossiers, du personnel, et ça m'a permis d'essayer de reconstituer la vie de ce grand magasin. Et pour j'imagine qu'il y a pratiquement que des passionnés d'histoire, voire des enseignants dans la salle, mais de manière assez étonnante, il n'y a jamais eu de livre ou de recherche très approfondie sur ce grand magasin pendant la guerre. Or, ce grand magasin pendant la guerre, c'est une France miniature. Et d'une certaine manière, grâce à cette dame et au fait qu'elle me donne un indice, une piste, j'ai poussé les portes du magasin et trouvé pas mal de choses. Alors, tu te retrouves, donc, tu le décris bien, hein, cette ambiance d'archives. On rappelait ta carrière d'enquêteur. Est-ce que c'est la première fois que tu te retrouves face vraiment à des archives anciennes ou tu te retrouves à ce point-là, oui. Ça m'est arrivé sur un livre qui m'a beaucoup marqué sur la dictature en Argentine et la disparition d'une jeune Française. J'avais eu aussi accès à des archives, mais jamais sur cette période de l'histoire et surtout à ce point-là. Et c'est là que je suis désolé, j'emploie beaucoup la première personne, mais je n'ai pas été seul dans cette aventure non plus. Il y a évidemment Stéphanie Colo qui était à l'origine de l'enquête, mais il y a aussi des tas de gens qui, à un moment ou à un autre, petite pierre par petite pierre, m'ont aidé, m'ont orienté. Bénédicte, ici présente, dans les premières phases, pour me dire, alors là, vous avez accès à telles archives, il faut demander la cote, ainsi de suite, toutes les procédures. Je me souviens très bien de ce moment-là. Et puis ensuite, des archivistes au Printemps, au service historique des armées. J'ai découvert, honnêtement, moi qui suis plutôt dans l'actualité, tout ce monde très particulier des documentalistes et des archivistes, et merci à eux. Oui, tu parles même de certaines émotions en ouvrant certaines archives, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors là, on commence à approcher, puisqu'on a le printemps. C'est le moment décisif, puisque cette jeune Damien, cette jeune Renée Damien, tu vas t'apercevoir que c'est pas elle qui prend les photos, mais grâce... On a eu un moment d'hésitation pour savoir si c'est elle qui écrivait les légendes, les fameuses légendes, parce qu'on pouvait partir du principe que la personne qui écrivait les légendes au verso n'était pas forcément celle qui prenait les photos. Et à ce moment-là, j'ai soumis son écriture à une graphologue qui m'a dit non. Enfin, elle a comparé 2 écritures de Renée Damien avec celle des figurant au verso des photos. Elle m'a dit non, je suis catégorique, ce n'est pas cette dame. Donc c'est un mystère de plus. Pour dire qu'on est allé assez loin dans l'expertise et la lecture de ces commentaires, parce qu'on va revenir sur celle d'avant. Il y a un autre mystère, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais vous le répéter quand même. Vous voyez que, d'une part, ce sont des lettres bâtons, un peu comme des lettres anonymes, et puis il y a certains passages qui, à l'évidence, ont été grattés. Alors ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Pourquoi gratter? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulièrement gênant? D'un autre côté, les commentaires en eux-mêmes, bien souvent, sont gênants. Il y en a certains que vous ne verrez pas ici, mais qui figurent dans le livre, où Hitler lui-même est mis en cause. Donc, pour écrire Hitler et s'en prendre à Hitler par écrit au verso d'une photo, c'est un acte très, très fort. Donc, des passages grattés.
Alors, on a utilisé toutes sortes de machines scientifiques pour voir avec des infrarouges ou je ne sais quoi. Pour aller au muséum, non? Au muséum, toute une équipe du muséum a travaillé, a soumis... L'histoire naturelle de Paris, donc. Voilà, toute une équipe du muséum a accepté, est entrée dans le jeu des investigations et a accepté de passer au filtre d'une machine incroyable certaines des photos pour voir s'il y avait des fragments infimes d'encre qui auraient été grattés. Donc, on a poussé assez loin. Malheureusement, impossible de savoir ce qui était figuré dans les messages grattés. Voilà. Tout ça pour dire que à peine avait-on résolu ou à peine avait-on l'espoir de résoudre un problème, il y en avait un autre qui se présentait derrière, quoi. Mais Bénédicte Vergès-Séguin, c'est aussi le moment de dire qu'en effet, une recherche historique. Alors, vous les canons de l'écriture historique font que vous gommez tout l'aspect enquête. Hein, alors que là, justement, ce qui est passionnant dans le livre de Philippe, c'est qu'on le voit travailler, revenir en arrière, repartir. Bon. Vous gommez ça, c'est les conventions du genre. Mais vous avez aussi, j'imagine, absolument ce genre d'aller-retour et aussi ce rapport au collectif. C'est-à-dire qu'une enquête historique, ça se fait aussi beaucoup avec les archivistes, il faut peut-être le rappeler. Mais alors, si on ne le raconte pas, c'est pas seulement pour respecter les lois du genre, mais c'est parce que c'est souvent assez ennuyeux. Voilà, soyons honnêtes. Vous qui pratiquez, vous savez bien qu'on ouvre des cartons qui sont souvent déceptifs. On brasse énormément de papiers sur lesquels parfois on ne glane rien, voire juste quelques détails, et c'est en fait l'accumulation qui va produire un résultat. L'accumulation et de temps en temps, effectivement, le coup de chance, le document qu'on n'attendait même pas forcément, parce que celui qu'on recherche, je ne sais pas pourquoi lui se dérobe toujours, mais heureusement, il y a les bonnes surprises. Celui qui va constituer une clé, qui va constituer un apport. Mais c'est vrai que... alors, les archives sont mon plaisir personnel. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'ouvrir des cartons? Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que d'ouvrir des cartons qui n'ont pas été ouverts depuis 80 ans? Alors ça, c'est vraiment le top. Mais effectivement, quelles que soient les déceptions de la routine du travail, il y a une chose dont je suis toujours persuadée et que Philippe va confirmer, c'est que les réponses, elles sont toujours dans les archives. Voilà. C'est juste une question de patience et parfois, effectivement, de ne pas essayer de mettre de la rationalité là où il n'y en a pas eu à l'origine. Je dois dire que je profite de ce moment pour vous remercier à nouveau parce que ça a été notre rencontre et la mise en contexte. Ça a été un élément important dans les explications que vous avez pu me donner. Mais au-delà de ça, je me souviendrai que vous m'aviez dit ce jour-là, vous mettrez du temps, mais vous y arriverez. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Merci. Voilà, on a tenu le suspense presque une demi-heure. Peut-être que maintenant... Attendez, j'ai un petit commentaire à faire. Voilà. Sur celui-là. Oui, celui-là, on n'a pas fini, pardon. Juste une chose, il y a énormément de photos avec du matériel militaire, notamment des convois de chars à destination de l'Allemagne, des chars français récupérés auprès des vaincus, d'une certaine façon, et envoyés en Allemagne. Et comme il y en a quand même beaucoup, ça m'a donné quand même une indication de portrait sur le photographe potentiel, c'est-à-dire que quelqu'un qui visiblement connaît la chose militaire. Donc ça m'a orienté un petit peu vers un profil ancien combattant, un peu revanchard, et qui regrette que, en gros, la France n'ait pas résisté autant qu'elle l'aurait dû au moment de la fameuse guerre très rapide, quoi. Voilà. Oui, donc là, il y a eu toute une piste aussi d'aller voir tous les réseaux d'anciens combattants. Exactement, bien sûr. Et donc, je me tourne aussi vers, évidemment, tous les spécialistes de la résistance. De Julien Blanc, qui connaît parfaitement le premier réseau, celui dit du Musée de l'Homme, à Thomas Fontaine, qui, à l'époque, dirigeait le musée de Champigny, à d'autres spécialistes encore, auxquels je pose la question, mais qui peut être ce photographe? Et pour eux aussi, c'est un mystère. Y compris, je leur demande s'il peut y avoir une sorte de langage codé dans les fameux commentaires. Je me dis, si ces photos, après tout, peut-être qu'elles ont servi à titre de renseignement. Il y a peut-être un langage
un message caché derrière chacune d'entre elles. Et là, bon, ils sont également sceptiques. On ne voit pas ce que ça pourrait apporter, d'autant que, pour être très franc, il y a certaines photos qui ne présentent pas un intérêt stratégique majeur. Là, c'est différent. C'est une information. Il y a des chars en partance pour l'Allemagne, tel jour, à telle heure. À d'autres moments, les photos n'ont pas un intérêt stratégique énorme. Est-ce que vous diriez, Bénédicte, parce que je vous vois sourire, est-ce que vous diriez que le journaliste se pose des questions que peut-être l'historien ne pense pas à se poser? Oui, absolument. Je pense que... Mais c'est bien normal, c'est-à-dire que nous, historiens, nous savons comment fonctionnaient les codages, en particulier pour les opérateurs radio entre la France de l'intérieur et Londres. Et ça ne donne pas en réalité des phrases cohérentes, hein, effectivement, puisque on part en général d'une phrase de référence qui est codée par décalage. Hein. Ce n'est pas extrêmement sophistiqué, mais c'est très long à faire. Voilà. Donc, mais c'est bien de creuser toutes les hypothèses, puisque à la fin, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y avait eu l'idée de est-ce que ça peut être un réseau de renseignement qui aurait fait prendre ces photos ou qui les aurait utilisées, ce qui ouvrait des perspectives vertigineuses, car des réseaux de renseignement, il y en avait des Français, il y en avait des Anglais, il y en avait des Polonais et éventuellement même il y en avait des communistes et ou soviétiques. Donc là, le champ devenait infini. Bon, alors, cette piste du printemps, elle va te mener très loin. Un jour, tu vas recevoir, c'est un mail que tu reçois un matin. Bon, il faut imaginer que l'enquête est extraordinaire parce que Philippe étant un grand obsessionnel, comme tous les bons enquêteurs, ça prend énormément de place dans sa vie. Tu le racontes bien, ça devient quelque chose qui... oui, ça devient assez obsessionnel, oui, il faut le dire. Après... Je dis souvent, j'ai passé 4 ans sur cette enquête, mais pas 4 ans en continu. J'ai d'autres fonctions au journal. Je suis directeur adjoint de la rédaction. Je m'occupe des grands reporters. Et oui, ça prend un petit peu de temps quand même. Oui, quand même, pas mal. Mais disons que c'était aussi ma respiration, ma manière de continuer à être un peu sur le terrain, tout en contribuant au pilotage général de cette grande maison qui est Le Monde. Mais effectivement, donc il y a eu des périodes assez intenses. Pendant un mois, je ne pensais vraiment plus qu'à ça. J'avais un espoir de trouver telle ou telle chose. Et puis des coups de moins bien, comme on dit, où effectivement, là, je désespérais un petit peu. Et puis, il est arrivé un moment où il a fallu se poser la question, comment raconter cette histoire au lecteur que vous êtes ? J'ai commencé à écrire les articles tels que j'ai vécu cette histoire. Exactement, le making-of, comme on dit en cinéma ou en télévision, raconter l'enquête, parce qu'il m'a paru important que les lecteurs soient témoins de ce moteur qui m'a accompagné, qui nous a accompagnés, avec les personnes qui se sont prises au jeu également, de cette histoire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de le raconter, et j'ai commencé par écrire les 4 premiers volets de la série qui étaient prévus sur 5 épisodes. J'écris les 4 premiers sans avoir le nom du photographe. Et je m'apprête à écrire le 5e en lançant une sorte d'appel à participation au lecteur que vous êtes. Donc vous avez échappé à un article où il y aurait eu écrit en substance « Voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, aidez-moi ». Pour faire court, c'est un peu ça. Avec l'espoir que dans le vaste lectorat du journal, papier et numérique, j'aurais quelqu'un qui m'aurait envoyé un petit message en me disant « Mais si, j'avais entendu, j'ai un arrière-grand-père qui prenait des photos, et il en est mort, il a fini par être arrêté, ou telle histoire ». Quelqu'un qui aurait apporté un témoignage décisif. Donc j'étais pratiquement sur le point de commencer ce 5e article, parce qu'il fallait les rendre, ces articles, en ayant bien le sentiment que j'allais décevoir les gens que j'avais entraînés dans les 4 premiers volets. Et puis là, il y a eu un miracle. C'est le vendredi 12 avril 2024. Les jeunes femmes dont je vous parlais tout à l'heure au printemps, qui m'avaient effectivement réservé un petit bureau où je fouillais dans leurs archives à longueur de journée parfois, eh bien, une des 2 jeunes femmes, Élise, m'envoie un message en me disant, en substance, Philippe, en feuilletant une vieille publication interne du printemps, datée des années 60, je suis retrouvé sur une photo
prise à Paris, près de la gare Saint-Lazare. Et donc, dans le printemps, dans une revue interne du printemps, on présente cette photo et accompagnée de quelques lignes en disant « Cette photo a été prise par un certain monsieur Minot, sans MI est noté, sans préciser son prénom, qui était employé au printemps et qui a fini par être arrêté et qui est mort en déportation. » C'est une sorte de légende en 5-6 lignes. Et Élise me dit « C'est étrange, cette photo ressemble beaucoup à celle que vous nous montrez depuis 4 ans bientôt. » Et là, j'ouvre la pièce jointe, parce qu'elle m'a dit « Regardez en pièce jointe », j'ouvre la pièce jointe et je tombe sur cette photo. Cette photo, je l'ai avec Stéphanie, nous l'avons dans l'album. C'est la 55 de l'album. Alors, dans la publication du printemps, elle n'est pas accompagnée du verso. Hein. Il y a juste la photo. Et là, c'est le choc absolu parce que cette photo, je l'ai. Donc, c'est la confirmation, enfin, c'est l'indication que le photographe s'appelait Monsieur Minot. Et là, bon, c'est un moment vertigineux d'émotion, de se dire, ben voilà, j'ai un nom. J'ai enfin un nom. Je le tiens. Et puis après, mais ça, vous qui êtes historien ou archiviste ou documentaliste, en tout cas passionné d'histoire, vous le savez très bien, je pense que dans le monde où on est aujourd'hui, avoir un nom comme ça permet d'entrer dans un cycle de recherche qui est totalement différent. Vous avez les bases de données, vous avez toutes sortes d'archives qui peuvent être exhumées. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est facilité par rapport aux fantômes que j'avais cherchés les 4 années précédentes. Voilà. Donc, il s'appelle Minot et il est employé au printemps. Ce qui fait évidemment sens avec exactement, cette Renée Damien. C'est-à-dire que voilà, c'était un collègue de Renée Damien, la fameuse dame que vous avez vue en maillot de bain. Et il y a un autre élément qui est vraiment totalement essentiel, c'est qu'au fil des recherches, on va repasser en arrière, au fil des recherches, j'étais tombé, alors là c'était à Champigny, c'est pas du tout dans l'album qui est à l'origine de l'enquête, mais dans le fond de Champigny, il y avait une photo qui n'était même pas exposée, qui était dans des enveloppes, laissée dans des enveloppes, et bien entreposée, mais laissée dans des enveloppes invisibles du public, en quelque sorte. Et les gens de Champigny m'ont autorisé à regarder toutes ces photos complémentaires. Et il y en a une seule qui était prise de l'intérieur d'un immeuble. Cette photo, Bécon, poste d'observation vu sur la cour, il n'y a pas de date, mais Bécon, pour ceux qui connaissent la région parisienne, c'est un quartier de la ville de Courbevoie, à l'ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Et cette photo, elle est fascinante parce que c'est la seule sur plus de 700 qui est prise de l'intérieur. Or, il se trouve, c'est aussi un hasard, mais il y a des moments où je finis par plus trop croire au hasard. Il y a des signes, plutôt. Il se trouve que j'habite à 400-500 mètres à vol d'oiseau du quartier de Bécon. En gros, Bécon, c'est Courbevoie. J'habite à Asnières, de l'autre côté des voies ferrées, qui vont vers Saint-Lazare. Et en fait, cet immeuble, grâce à une amie qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en Google, en recherche Google, visuel et autres, on a pu l'identifier. Et en fait, j'ai su, après la trouvaille de la fameuse photo prise devant la gare Saint-Lazare, que ça avait été pris de l'immeuble, de l'appartement où habitait Minot, le photographe en question. Donc en fait, il habitait à Bécon avec son épouse, qui était elle-même caissière au printemps. Et cet immeuble, cet endroit, évidemment, dès que j'ai eu l'adresse, 36 rue du 22 septembre à Bécon, j'y suis allé des dizaines de fois avec mon petit vélo. Je partais de la maison, j'allais devant l'immeuble pour m'imprégner de cet endroit, parce que c'est très particulier de se dire qu'il l'a vécu là. Tout partait de là. Et qui prenait le train à la gare Saint-Lazare comme toi. Voilà. Et en fait, quand on regarde les archives du printemps, on s'aperçoit que ce soit lui ou ses collègues, ils habitaient tous dans ce secteur. Il se trouve que c'est ma banlieue, puisque j'habite dans cette banlieue-là depuis plus de 55 ans. Et donc, c'est assez saisissant de se dire qu'il prenait train. Il arrivait gare Saint-Lazare, exactement ce qu'on voit sur la fameuse photo avec les cavaliers allemands. À titre personnel, je passe par cette gare tous les jours pour aller au journal Le Monde, à la gare d'Austerlitz. Enfin bref, il y avait des tas de signes et on s'aperçoit en mettant les photos un peu sur une table ou sur un mur, comme dans les films policiers, vous savez, les enquêteurs qui cherchent le serial killer, on s'aperçoit qu'il fréquentait beaucoup l'ouest parisien,
qui était un peu le pari des Allemands, j'allais dire, Bénédicte. C'est un peu un pari particulier, le pari des lieux de pouvoir et de plaisir, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait, autour des grands boulevards. Donc, l'endroit où sont installées les administrations militaires allemandes, un certain nombre d'états-majors, et puis aussi, ça n'a pas changé par rapport à l'avant-guerre, des lieux de plaisir et les grands magasins qui sont fréquentés aussi par les Allemands qui, grâce aux frais d'occupation, bénéficient d'un fort pouvoir d'achat et sont parfois les seuls d'ailleurs à pouvoir acheter dans les grands magasins. Donc, j'évoquais tout à l'heure cette pression de la présence allemande dans la rue et là, on comprenait aussi qu'il y avait cette vision des Allemands à nouveau en prenant à leur aise dans les grands magasins, dont le printemps. Parce que c'est très important ce que vous avez mentionné sur les histoires existantes ou non des entreprises. C'est exactement comme Harcourt, c'est-à-dire, on connaît et on ne se pose même pas la question de savoir s'ils ont continué à fonctionner pendant la période de l'occupation et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui étaient les gens qui y travaillaient et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et tout s'est noué autour du printemps, effectivement, avec l'émergence d'un réseau de sociabilité qui explique pourquoi ces photos existent et pourquoi elles ont continué à exister. Oui, parce que précisément, donc, grâce aux archives, et j'ai pu retrouver certains noms de résistants, certains réseaux, parce qu'il faut savoir une chose très importante, c'est que le printemps, à l'époque, il y avait plusieurs magasins le printemps un peu partout en France, il y avait des succursales, mais la maison mère, le fief absolu, c'est le magasin du quartier Havre-Comartin, boulevard Haussmann. Or, ce sont 4 bâtiments. Et ces bâtiments ont la particularité d'être reliés entre eux par des sous-sols un peu labyrinthiques sur plusieurs niveaux. Alors, grâce à mes nouvelles amies, j'ai pu m'y rendre. C'est absolument fascinant. Je sais qu'à l'occasion des Journées du patrimoine, ils organisent des visites. Si un jour vous avez la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. On est dans le ventre du magasin et dans le ventre de Paris à la fois. Et donc, à cette époque-là, dès que, par exemple, une descente de police ou de la Gestapo menaçait, eh bien, on faisait descendre par les sous-sols et filer par les sous-sols les gens qui étaient sous la menace, qu'ils soient résistants, juifs, voilà. Ou des requis du travail, parce que oui, exactement. N'oublions pas que, aussi bizarre que ça paraisse, le système de la relève et puis du STO va frapper aussi les employés des grands magasins pour les envoyer en Allemagne contribuer à l'effort de guerre du Reich. Alors, la situation du printemps est un peu particulière parce que les galeries Lafayette, voisines et concurrentes, bien sûr, elles ont énormément souffert dans cette période de l'occupation. Le printemps aussi, mais les galeries encore plus, puisque la direction des galeries, la plupart des administrateurs ou des propriétaires étaient juifs. Et l'ont chèrement payé puisqu'ils ont été déportés et dépossédés pendant la guerre de leur magasin. Au printemps, ce n'a pas été le cas, mais il y a quand même eu des conséquences importantes de cette période sombre. Alors, Bénédicte faisait allusion à des réseaux de sociabilité, parce que ce qui se passe aussi au printemps, ce que tu découvres, c'est qu'il y a un petit studio. Alors, ce n'est pas les studios Harcourt, mais il y a une femme assez exceptionnelle qui a décidé, qui a réussi à convaincre le patron que ce serait formidable d'avoir un petit studio à l'intérieur du printemps. Alors, et c'est intéressant par rapport à la question qu'on se posait au début, c'est comment ils faisaient pour avoir des pellicules, voilà. Je ne vais pas tout dire parce que sinon je vais casser le suspense. Mais voilà, une des questions qui se posait à propos du photographe au début de l'enquête, c'est comment fait-il pour faire tirer un si grand nombre de photos. Parce qu'au total, il y a les 700 photos numérotées, mais certaines sont en plusieurs exemplaires, parfois 2, parfois 3. Donc, au total, si on les met bout à bout, vous avez un lot d'environ, je dirais, 1200, 1300 photos. Certaines en 2 ou 3 exemplaires. Donc, c'est absolument gigantesque et unique. Sans compter qu'évidemment, pour en faire de cette qualité, parce que là, franchement, c'est bien, à l'époque, on en ratait aussi. C'est pas comme avec les téléphones portables où on efface celles qui ne nous plaisent pas. Là, donc, il y a eu sans doute du déchet. Donc,
Où se procurait-il du matériel et comment faisait-il pour les faire tirer? Eh bien, c'est un des éléments importants de l'enquête qui a suivi la publication des articles. Tout cela a été fait au printemps. Et il y avait effectivement, au printemps, fonctionné depuis plusieurs années un laboratoire photo qui était baptisé le studio d'art. C'était assez chic, hein, c'était artistique, une démarche. Alors, c'était sans doute pas hardcore, mais c'était une démarche professionnelle. Et en fait, ma grande surprise a été là, c'est-à-dire qu'il y a eu la publication des articles, mais après la publication, des tas de gens m'ont appelé, m'ont proposé leur aide, des généalogistes, des historiens, des archivistes, et chacun a apporté sa petite pierre. Et parmi les petites pierres apportées, il y a eu une indication importante sur le labo photo, effectivement. Et j'allais dire, ça m'a permis de constater une chose, c'est que je pensais qu'avec la publication des articles, l'enquête serait terminée. En gros, le making-of a été raconté, le photographe identifié, l'affaire est close. Non. D'une certaine façon, j'allais dire, c'était quasi tout dévoiler. C'était quasi le début. C'était que le début. Mais quelque part, oui, parce que apparaît donc un personnage extraordinaire qui est cette dame qui a créé et porté ce labo photo. Et c'est évident que les photos ont été développées avec sa complicité d'une certaine manière. Et c'est un personnage absolument fascinant. Oui, un sacré tempérament aussi. Ah oui, totalement. Alors, oui. On peut dire un mot d'ailleurs autour du labo photo. On en a parlé en off avec Philippe parce que au début de tout ça, il y avait aussi l'hypothèse dont j'étais assez partisane qu'il y aurait eu plusieurs photographes, ce qui aurait expliqué la masse de photographies, comment ça avait été possible. Et puis, bien sûr, l'identification de Raoul Minot milite contre ça, mais grâce au studio, on a aussi l'idée peut-être qu'il y avait du détournement de photos au sein du studio. C'est une hypothèse très, très importante. Je pense que le fameux labo photo en question était accessible à la fois aux clients français du printemps et au personnel, et aussi aux clients allemands. Donc, on peut imaginer que certaines photos qui sont vraiment très proches des Allemands, qui ont été prises de manière très, très proche, certaines ont été peut-être développées au sein de ce labo. Et Raoul Minot, qui avait des connaissances et des liens avec ses collègues qui travaillaient dans ce labo, leur demandait est-ce que tu peux m'en faire une copie pour ma documentation, en quelque sorte, pour sa collection. Parce qu'il avait quand même un côté un peu... Il était passionné de photos et d'actualité, et il documentait cette période. Donc, je pense qu'en douce, il a dû récupérer des photos qui peut-être venaient des Allemands, et après y ajouter des commentaires. Mais la plupart, ça c'est une certitude, ont été prises par lui. Alors, ce que le livre apporte par rapport à l'enquête, c'est justement tout ce que tu trouves après, grâce notamment aussi au lecteur du Monde, mais aussi avec tout ce qui peut se dérouler, les héritiers de certains personnages du printemps qui t'apportent des documents. Alors, on ne va pas tout révéler, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'effectivement, là, on rentre presque dans un travail vraiment historique classique de monographie. On voit se dessiner sous ta plume un petit environnement, un petit univers, comme la France en miniature, avec toutes les nuances de la petite rébellion intime, à l'acte politique, à l'accommodement, jusqu'aux collaborationnistes les plus purs. Et d'ailleurs, là, on va pas garder le mystère, Raoul Minot est trahi, il est victime d'une dénonciation, il y a une délation qui vient probablement d'un collègue du printemps. Autre miracle des archives, c'est à partir du moment où j'ai eu un nom, ça a permis de faire sortir de l'ombre et de l'oubli le dossier Raoul Minot qui figure aux archives de la préfecture de police. Et là, c'est un autre moment d'une intensité folle, parce que je me reverrai toujours sur cette petite table un peu comparable à celle-ci. J'ouvre le dossier dans le silence d'une salle d'archives, vous connaissez tout ça. Et puis là, j'ouvre le dossier, la première chose sur laquelle je tombe, c'est l'enveloppe de la lettre anonyme, puis la lettre anonyme en elle-même. Et là, d'un seul coup, celui que j'ai fini par appeler mon Raoul, ou notre Raoul, comme on disait avec Stéphanie, parce qu'il nous a tellement accompagnés, et là, je m'aperçois que, waouh, non seulement il a été déporté, mais s'il a été déporté, c'est parce qu'il a été dénoncé.
Et là, l'affaire prend une autre dimension, parce que derrière, je tourne les pages, il y a les procès-verbaux de perquisition des policiers, les noms des 2 policiers qui étaient chargés de l'enquête, qui l'ont arrêté. J'ai ressorti aussi les noms et les photos des 2 policiers. Ils sont là. Il y en a un, c'était le sosie de Léotard, l'acteur. C'est fou. Enfin, il a une gueule d'acteur. Je dis ça comme ça parce que ça m'est venu à l'esprit tout de suite. Et il y en a un autre, son collègue. Alors là c'était bluffant. Il habitait à 200 mètres de chez Raoul à Courbevoie. Donc on est dans un tout petit monde. Les héros et les salauds habitent à peu de distance les uns des autres. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la lettre anonyme en question est postée Gare Saint-Lazare. Il faut marcher 200 mètres pour être à l'entrée du Printemps. La personne qui formule la lettre anonyme, visiblement, connaît le travail de Raoul et celui de son épouse, Marthe. C'est quelqu'un en interne. Donc là, il y a guère de doute là-dessus. Et à partir de ce moment-là, il y a une autre, je garde la parole, je suis désolé, mais il y a une autre dimension qui entre en ligne de compte, c'est que je me dis qu'il faut aussi concentrer les investigations sur son épouse, Marthe, qui, dans la version Le Monde de l'histoire, dans la série, était un peu au second plan. Et l'un des objectifs du livre, ça a été de me dire, je veux vraiment essayer d'aller le plus loin possible dans la recherche de cette femme, de ce qu'elle a pu faire dans cette histoire de photo, et par la suite, au moment où il a été déporté. Et là, c'est pareil. Je suis allé de surprise en surprise parce que c'est un personnage essentiel. Alors, peut-être avant de revenir sur la suite, sur ce qui arrive à Raoul Minot après son arrestation, tu expliques, Philippe, qu'au moment où tu tombes sur cette lettre de délation, tu as même du mal à l'ouvrir et rien que de la toucher, tu te trouves sali. Je voulais demander à Bénédicte Vergès-Chaignon, qui a beaucoup plus l'habitude des archives, si elle a encore des émotions comme ça en découvrant des documents. Alors oui, des émotions positives ou négatives. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand on ouvre, comme moi, des dizaines, voire des centaines de dossiers d'instruction des cours de justice, qui étaient donc les juridictions de l'épuration, combien on peut lire des procès-verbaux déjà qui sont très choquants de la part de témoins quand on lit des récits de torture, par exemple. Dans un autre registre, je suis parfois prise entre l'indignation et l'amusement quand je vois ce que les gens gardent chez eux qui les incriminait. C'est-à-dire, après le 6 juin 1944, pourquoi vous gardez votre correspondance où il y a écrit « Les SS sont merveilleux, vive Hitler », voilà, comme si vous attendiez la perquisition. Bon, c'est pain béni pour les historiens, mais c'est toujours très surprenant, effectivement. Je pense que pour rejoindre... L'histoire est aussi une expérience sensorielle, et pour rejoindre Philippe sur son terrain, le moment le plus compliqué que j'ai vécu physiquement, c'était quand je faisais ma thèse dans une vie antérieure. Je faisais de l'histoire de la médecine et j'ai lu les thèses que des étudiants en médecine qui avaient été déportés avaient soutenues à leur retour en France. Et comme thèse de médecine, ils avaient raconté ce qu'ils avaient vu ou enduré dans les camps de concentration. Et donc, à cette époque-là, c'était encore dans l'annexe de la Bibliothèque nationale à Versailles, que peut-être certains d'entre vous ont connu, et je me suis évanouie. Voilà, dans cette salle, c'est la seule fois où ça m'est arrivé parce que c'était insoutenable. Et effectivement, même si nous sommes là avec nos questionnements, notre rationalité et notre désir de comprendre, voilà, nous sommes aussi traversés d'émotions, qui peuvent être parfois la joie de la découverte et qui peuvent être parfois l'horreur de la découverte. Avec cette photo, nous sommes là plutôt dans la joie de la découverte. Enfin, la joie, dans un contexte particulier. Le paradoxe, mais que vous avez peut-être vécu, vous, en tant que lecteur de la série, c'est qu'au moment de publier les articles, on est donc face à un lot de 700 photos numérotées, 1200 si on compte les doubles et les triples,
Mais le paradoxe absolu, c'est que nous n'avons pas celle de leur auteur. Nous n'avons pas la photo de Raoul Minot. Je ne connais pas son visage au moment de publier les articles dans le journal. Et autre miracle, à ce moment-là, il se trouve que je prends contact avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui a un stand juste à côté, l'ONAC. Je téléphone et là, j'appelle parce que je me dis, si Raoul Minot, ce qui était le cas, il a été ancien combattant, il a combattu en 14. Donc je me dis, peut-être qu'il existe encore quelque part en France des archives avec les photos d'anciens combattants, les cartes d'anciens combattants. J'appelle l'ONAC à tout hasard en disant, est-ce que par hasard, je tombe sur un monsieur, est-ce que par hasard, il existe quelque part en France les cartes d'anciens combattants avec les photos des anciens combattants de 14. C'est assez pointu. Et le monsieur me dit, mais vous cherchez qui exactement ? Je lui dis, je suis journaliste, je cherche un certain monsieur Raoul Minot qui est né à Montluçon en 1893. Et là, il y a un silence. Et le monsieur me dit, mais attendez, Raoul Minot, mais vous êtes qui ? Je suis Philippe Broussard du Monde. Et là, pratiquement, il se met à hurler au téléphone, c'est vous, c'est pas possible, j'ai lu la série, enfin c'est bon. Mais je lui dis, si, je cherche la photo de Raoul. Et là, il fait partie des gens qui m'ont apporté une aide précieuse. Et ce monsieur, Arnaud Papillon, qui est responsable de l'ONAC, qui était ici hier, me dit, on va trouver la photo de Raoul. Donc, il a activé tous ses réseaux, SHD, Caen, ainsi de suite, et il est tombé sur un dossier très précieux, et très émouvant également. C'est la fiche de recherche pour déporter, remplie par Marthe, son épouse, au moment de la libération. Quand il ne revient pas, elle entame la démarche que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont entreprise également, de recherche. Et elle fournit une photo, découpée un peu à la va-vite. Et cette photo, un jeudi matin, Arnaud Papillon m'envoie un message en me disant « j'ai trouvé ». Et là, on se téléphone et il me l'envoie. Et là, c'est vraiment un très, très grand moment d'émotion de découvrir son visage, le visage de notre Raoul, comme on l'appelle maintenant. Alors, Marthe, aussi, tu dans cette suite que tu donnes à l'enquête, tu t'intéresses beaucoup à elle et à ses démarches. C'est assez extraordinaire parce que là encore, c'est une histoire vraiment à hauteur d'homme et de femme. Qu'est-ce que ça voulait dire vraiment qu'une disparition, quelqu'un qui part, qui est déporté et dont on n'a pas de nouvelles, et combien de temps ça dure, le moment où on n'a pas de nouvelles, le moment où on va finalement être reconnu, d'abord disparu, puis reconnu mort. Et en fait, Marthe, elle vit tout ça de manière très intense en allant essayer de faire des démarches après ses journées au printemps où elle continue à travailler. Elle continue à travailler, elle est caissière au printemps, elle n'a pas de réseau politique, pas de soutien, pas d'avocat, ni rien. Elle a sa famille, mais elle mène un combat solitaire. Elle a sa fille aussi, Jacqueline, mais qui est souffrante et qui décédera au début des années 50. Et Marthe entreprend toutes sortes de démarches, et il existe des traces de ces démarches, des documents, des lettres, où elle essaie de savoir ce que son mari est devenu. Alors ces documents, j'en ai retrouvé certains dans les archives, d'autres auprès de témoins, de descendants de témoins que j'ai eu la chance de retrouver et de connaître. Et petit à petit, effectivement, c'est l'histoire à hauteur d'hommes, ou plutôt en l'occurrence de femmes, pour essayer de savoir ce qu'il était devenu. Et si vous voulez, ce qui m'a fasciné aussi dans cette histoire, c'est que, a priori, Raoul ne faisait pas partie d'un réseau de la résistance dûment répertorié, ni gaulliste, ni communiste. Il était un peu hors norme, citoyen ordinaire, j'allais dire, sans que ce soit évidemment négatif. Et donc, il échappe un peu aux cases habituelles. Et de manière assez étonnante, son épouse, quand elle entreprend des démarches, sollicite quelques collègues du printemps pour témoigner, mais elle n'évoque pas l'histoire des photos. C'est assez étonnant. Donc il y a encore des mystères dans cette histoire, mais son combat, j'y consacre un très long chapitre, en reprenant pratiquement date après date les différentes étapes pour montrer... c'est une démarche un peu, à la fois terrible et quelque part kafkaïenne. Elle est aux prises avec une administration qui est dans un désordre complet, entre militaires, administratifs, encore une fois. Elle écrit même à des ambassades à Moscou ou ailleurs. Donc, c'est une femme, j'allais dire, française lambda qui est confrontée à l'immensité de cette démarche qui consiste à essayer de retrouver son mari qui a disparu.
Oui, d'ailleurs, elle a du mal à savoir si elle doit le déclarer résistant. Elle, souvent, motif de l'arrestation, je crois qu'il y a dans un papier, elle répond prise de photo. Alors oui, et elle cite 2 collègues du printemps qui témoignent au commissariat devant la police, qui témoignent qu'il a bien été arrêté sur son lieu de travail au printemps, précision importante, au moment où il allait embaucher, comme on dit. Et il est arrêté et pour la prise de photo. Ça, c'est marqué noir sur blanc sur 2 documents de police, oui. Alors, ce qui est beau, enfin moi, ce que je trouve extrêmement touchant, qui peut-être m'a le plus touché dans l'enquête de Philippe, c'est qu'au fond, Raoul Minot, il a disparu avec une part de mystère qui est pourquoi est-ce qu'il a pris ces photos. Qu'est-ce qu'il y a? On sent bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la rébellion, de ce qui se passe autour de moi me bouleverse, me révolte. Ma façon de répondre, ça va être de faire ces photos, mais finalement, on ne sait pas si elles avaient... Il est probable qu'elles n'aient pas eu de lien ou assez peu de lien avec une activité justement de résistance organisée. Il avait quand même tout de même un collègue qui s'appelait Jules Juvin, qui était avec lui, qui a été arrêté le même jour, et qui, lui, là, les documents existent, faisait partie d'un réseau. Mais si vous voulez, on n'a pas les éléments décisifs pour dire que ça a vraiment alimenté un réseau de la résistance. Pour revenir sur ses motivations, je pense que au tout début, au moins, il est dans une démarche, j'allais dire, de documentation quelque part. Il joue un peu les photoreporters, les journalistes. Il est passionné de photos, passionné d'actualité. Il collectionne les coupures de presse. Et en fait, il commence par prendre des photos, un peu comme aujourd'hui, on serait témoin d'un moment historique. Et bien avec notre portable, on prendrait des photos. Là, c'est un peu ça. Si ce n'est que l'histoire est telle que c'est un acte politique et ça le devient de plus en plus, à la fois par l'image et par les commentaires. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même pour les historiens, s'intéressent souvent aux héros ou au grand destin, on va dire. Hein, ceux qui ont choisi un camp, qui ont été actifs dans un camp, donc soit le camp, allez, disons, du bien et du mal, pour résumer rapidement la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est vraiment un acte de rébellion qui, s'il n'y avait pas eu toute cette enquête de Philippe, serait passé probablement inaperçu et qui pourtant témoigne d'un rapport des Français à cette occupation qui, lui, il part pas, par exemple, il ne vit pas l'exode, hein, il reste avec sa famille et dès le 30 juin, alors que vraiment les Allemands viennent d'arriver, il prend son appareil photo, c'est un petit Kodak, on le sait maintenant. Alors, en fait, Julie, c'est parce que vous êtes victime d'une image assez héroïsée et reconstituée de la résistance, et paradoxalement, la décision de Raoul Minot, c'est quelque chose qui est assez représentatif des débuts de ce qui ne s'appelle pas la résistance. C'est-à-dire que au début, c'est juste l'idée de faire quelque chose qui peut être presque du niveau du réflexe. Le premier fusillé par les Allemands, le premier résistant fusillé par les Allemands, il l'est en juin 1940. C'est un ouvrier agricole qui s'appelle Émile Chavannes et qui a coupé un câble téléphonique allemand. Voilà. Et il a été pris sur le fait et il a été fusillé. C'est pas, le gars c'est pas dit des choses extraordinaires, il a juste réagi. En fait, et c'est au début une constellation de micro-initiatives qui seront prolongées ou pas, qui auront des conséquences ou pas, qui en rencontreront d'autres ou pas. Et à cet égard, eh bien, je pense que Raoul Minot, il réagit avec ce qu'il est. Philippe a mentionné que c'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi quelqu'un qui appartenait à des associations d'anciens combattants. C'est une dimension très importante dans la société française. Et pour lui, il y a manifestement une dimension patriotique et d'hostilité aux Allemands. Ils étaient les ennemis, ils le sont toujours. L'armistice n'a rien changé à tout ça. Il réagit donc avec ce passé d'ancien combattant. Il réagit avec son goût, qui est celui de la photographie, et il réagit, on l'a beaucoup souligné, avec son environnement, c'est-à-dire qu'effectivement, il documente
ce qu'il y a vraiment autour de lui. Et puis, il saisit l'opportunité, effectivement, de l'existence du studio photo. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du réflexe. Alors, n'oublions pas, bien entendu, qu'à l'été 1940, personne ne sait que l'occupation va durer 4 ans. Hein. Donc, quand il se lance, c'est pas évident que ça va se prolonger pendant des mois, voire des années. Et donc, pour moi, c'est très symptomatique de ces initiatives comme ça, très spontanées. Et c'est du coup bien normal que nous ne les connaissions pas toujours, et c'est même merveilleux que nous arrivions à les connaître paradoxalement. Et je pense pas, même si Raoul Minot a donc ses compétences et son intérêt pour la chose militaire, qu'il soit dans l'idée à l'origine que ça pourrait servir à faire du renseignement. Et on en revient encore à ce microcosme du printemps. Philippe vient de nommer Jules Juvin, qui lui, est quelqu'un qui a des contacts avec un réseau de renseignement, mais il y a comme ça un éventail de la résistance qui existe au printemps, puisqu'on n'a pas parlé du directeur du personnel, mais qui compte aussi beaucoup dans cette histoire finalement. Le directeur du personnel est un personnage central de cette histoire suite, et des développements. Effectivement, M. Edmond Rachinel, qui était en poste depuis presque une vingtaine d'années au printemps, qui est resté en fonction pendant toute l'occupation et qui était un peu l'homme de tous les secrets. Il était vraiment au courant de tout ce qui se passait, qui résistait, qui collaborait, qu'il fallait protéger, qu'il fallait nommer ou muter à Lyon dans une succursale du groupe Le Printemps pour échapper à d'éventuelles arrestations. Donc c'est vraiment un personnage central de cette histoire. Et assez sympathique derrière ses airs autoritaires. Derrière ses airs autoritaires, et j'ai eu la chance d'être en relation avec sa famille et de récupérer son journal de bord, son journal de guerre, comme il disait lui-même, et qui m'a aidé à nourrir la suite. Et d'autres personnes m'ont aidé à nourrir la suite. On va revenir juste sur la photo d'avant. On va peut-être conclure là-dessus avant de donner la parole. Là, c'est auprès de quelqu'un qui était de la famille de Raoul. Ça, je n'avais pas rencontré cette personne avant la publication de la série, mais par la suite, j'ai eu la chance de retrouver une personne qui l'a connue. Et cette dame, elle a eu la gentillesse de me donner quelques photos, dont celle-ci, non datée. Mais voilà, c'est notre Raoul dans les années 20, je pense. Raoul en beau gosse. Voilà. Il a un côté acteur, on dirait un acteur de cinéma. Voilà. Voilà, merci. Voilà, on a fait un tour un peu rapide, évidemment, de l'enquête. Et je trouve que ce serait intéressant de vous donner la parole parce que vous devez avoir sans doute des questions à la fois sur l'enquête que vous avez lue et sur ce que vous venez d'entendre. Voilà, ça y est. Alors, il y a un micro qui va circuler. Il arrive. Donc, il y a une question par ici et une question à ma droite ensuite. Monsieur Raoul Minot a été déporté parce qu'il a pris des photos. Oui. Mais si j'ai bien compris, il a bénéficié de l'aide d'une femme qui tenait le laboratoire photo au sein du Printemps. Est-ce que cette femme a été inquiétée également ? Cette femme n'a pas été inquiétée pour cette histoire de photos. Elle a été inquiétée pour une autre raison, c'est qu'elle était juive. Voilà. Donc, non, elle n'a pas été inquiétée pour l'histoire de photos. Et pour être très franc, je n'ai pas fait le lien totalement direct de sa responsabilité dans l'histoire des photos, mais elle tenait son labo photo de telle manière, et ça j'en ai la confirmation, qu'il était impossible qu'elle ne soit pas au courant. Mais encore une fois, son nom n'apparaît pas dans le dossier judiciaire Minot. Malheureusement, il apparaît pour d'autres raisons, ailleurs, parce qu'elle était juive. Une question par ici. Voilà, Oula, il y a plein de questions. Le jeune homme. Voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Merci. Donc, on voit que la date de l'arrestation, c'est en février 1943. Et vous avez dit que les photos s'arrêtaient en 1942. Donc, est-ce qu'il a arrêté de photographier avant d'être arrêté ? Et puis, une autre
Question sur la photo où on voit son ombre, donc on voit effectivement qu'il prend les photos depuis son ventre à peu près. Ouais. Et en même temps, on a des photos, celles où il y a les chars, où il est très près de l'objet qu'il photographie. Donc, est-ce que vous avez pu éclaircir les circonstances? Non, les conditions techniques de prise des photos, très honnêtement, il y a eu des hypothèses, mais j'ai aucune certitude. Est-ce qu'il avait mis au point un dispositif de déclenchement particulier? L'appareil en question, l'appareil a été identifié puisqu'il a été saisi dans son fameux appartement de Bécon. C'était un Kodak modèle Brownie, les petits appareils très populaires à l'époque que l'on tenait effectivement comme ça. Maintenant, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions techniques. Là, honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait une sorte de manteau sous lequel il cachait après, quand même, pour bien cadrer, ce n'était pas forcément très évident. Après, sur la datation des photos, effectivement, on peut dire qu'il s'arrête à l'été, l'automne. Je n'ai pas de date précise parce que c'est assez compliqué. Ce qui est une certitude, c'est que l'histoire nous a réservé tellement de surprises depuis le début que je ne sais pas s'il n'existe pas d'autres photos ailleurs. Quand je me lance dans la phase livre de l'enquête, j'ignore que je vais tomber sur un 4e lot. Il y a un 4e lot de photos. Il y a eu un 4e lot. Donc, s'il y en a eu un 4e, pourquoi pas un 5e ailleurs? Donc, peut-être qu'un jour, on aura la datation beaucoup plus précise du moment où ça s'est arrêté. Je pense, mais ça, c'est une intuition plus qu'une certitude, il a quand même calmé le jeu d'une certaine manière au plus tard à l'automne. Je pense qu'il a là, à ce moment-là, j'ai pas de photo postérieure à ce moment-là. Mais il n'y a pas de date précise. Mais effectivement, l'arrestation est date de février 1943. La dénonciation est antérieure. L'enquête de police a duré plusieurs semaines. Ils ont enquêté à la fois au printemps et chez lui, dans son entourage, dans son quartier à Bécon. Je précise que les 2 policiers, dont j'ai un peu essayé de reconstituer le parcours, les 2 policiers étaient particulièrement réputés pour leur acharnement à traquer les communistes et autres adversaires des forces d'occupation. Et qu'ils ont eu à la libération certains ennuis. Oui, si je peux me permettre, pour expliquer l'arrestation, effectivement, l'existence des photos en elles-mêmes, quel que soit leur sujet, est assimilée à de l'espionnage. Alors, c'est un petit peu étonnant finalement quand on voit la plupart des photos, et même si l'arrestation est opérée par la police française et qu'il y a un dossier français, en réalité, après, l'affaire est repassée aux Allemands, ce qui explique la déportation de Raoul Minot. Et peut-être qu'il n'est pas impossible d'imaginer, mais c'est un petit peu compliqué, qu'il y ait un dossier allemand aussi. Voilà. J'ai cherché un petit peu, mais je n'ai pas trouvé. Les cours d'allemand remontent à trop longtemps. Voilà. C'est difficile à traquer et peut-être qu'il y aurait une réponse à ce moment-là. Mais s'il y avait eu un lot de photos supplémentaires saisies pendant la perquisition, il y en aurait probablement une trace, même s'il ne figurait pas dans le dossier français. En tout cas, c'est à cause de la dispersion et de la multiplication des photos qu'elles sont quand même parvenues jusqu'à nous. Le fait qu'il ait eu en quelque sorte des complices. Bonjour. Alors moi j'ai 2 questions brèves. Oui. Est-ce que dans la suite de votre enquête, vous n'avez pas envie de savoir qui l'a dénoncé, à moins que vous le sachiez déjà? Alors oui. Oui, mais l'enveloppe, elle est anonyme. Ah oui, c'est une lettre anonyme. Ah, oui. Vous savez, c'est comme ça que ça se pratiquait à l'époque. Voilà, alors ça, c'était ma première question. Et la deuxième, vous avez évoqué, Bénédicte a évoqué les grands magasins, donc le Printemps et Galeries Lafayette. Et est-ce que vous avez le même, si vous connaissez sur le Bon Marché, ce qui s'est passé pendant cette période-là également? Voilà. Alors, à titre personnel, le Bon Marché, je ne connais pas l'histoire particulière de ce magasin. Je ne connais pas l'histoire du Bon Marché. Tout ce que je sais, c'est que l'un de ses directeurs est à la prison de Fresnes après 1944. Donc, voilà, il a dû se passer quelque chose. Mais en fait, les archives des entreprises, elles
elles ont été conservées ou pas par les entreprises, et pas du tout forcément pour, je dirais, cacher des choses. C'est juste que il y a des directions d'entreprise qui ne voient pas l'intérêt de leurs propres archives. J'ai donc travaillé sur le studio Harcourt. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un fonds photographique qui a été acheté par l'État. Jack Lang étant ministre de la Culture, donc c'est au début des années 1980. Donc le fonds qui représente de 4 à 5 millions de négatifs et photos est acheté par l'État. L'État achète le tout et en réalité, il n'y a pas d'archives papier parce que le studio photo ne les a pas conservées. Donc c'est déjà un miracle, je dirais, que le Printemps ait eu une politique de conservation, même si elle n'est pas exhaustive, et qu'il y ait des chargés de ces archives. Effectivement, là, ça dépend complètement des entreprises. Et je le répète, ça n'est pas forcément pour cacher des choses plus ou moins avouables. Petite précision concernant effectivement la lettre anonyme postée Gare Saint-Lazare par quelqu'un qui visiblement connaissait bien le Printemps et ses coulisses. Je me suis posé la question. Et donc, en fouillant dans les archives, à la fois au Printemps et les archives judiciaires, je me suis aperçu qu'il y avait eu aussi des règlements de compte en interne, des trahisons, des gens qui ont été suspectés, et souvent à juste raison, de collaboration. Et donc, et il y a notamment eu, à la Libération, une liste de 10 personnes dont les noms étaient affichés dans le magasin en disant, voilà, un jour ou l'autre, vous le paierez. Bon. J'ai eu de très forts soupçons sur quelqu'un dont le nom apparaît dans le dossier Minot. Maintenant, je n'ai pas la preuve absolue. C'est délicat de le mettre en cause comme ça, mais disons qu'il avait bien le profil. Et son épouse également, qui travaillait au Printemps. Il y avait beaucoup de couples comme ça, de mari et femme, qui travaillaient dans le même magasin. Oui, bonjour. Bonjour. On a vu qu'il avait été arrêté début 1943. Et sur le document que vous avez projeté, il semblerait qu'il était encore vivant en avril 1945. Donc, est-ce que sa durée de survie est une durée habituelle? Parce que c'est quand même 2 ans dans les camps de concentration, c'est très long. Si vous voulez, il a suivi le chemin malheureux qu'ont suivi beaucoup de Français déportés. D'abord la prison en région parisienne, puis Compiègne, qui n'a été qu'un camp de transit en quelque sorte, puis Mauthausen et Buchenwald. Et Buchenwald, il y est resté jusqu'au mois d'avril 1945. Et vous avez raison de relever cette date, c'est qu'au moment où le camp de Buchenwald est évacué et que commencent les marches de la mort, il en fait partie. Avec plusieurs Français. Et là, c'est pareil, j'en parle de manière émue parce que il était avec 3 Français. Ces 3 Français, j'ai eu la chance d'être en relation avec tous leurs descendants et de les retrouver. Et c'est le miracle de ce genre d'enquête. Les gens, à leur tour, sont allés fouiller, parce qu'ils découvraient l'histoire de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père. Ils sont allés fouiller dans les archives familiales pour dire « Mais papy n'avait pas une boîte où il avait noté des choses et tout ça ?» Et là, ils m'ont appelé en me disant « On vous envoie la boîte. » Et là, voilà, l'histoire sur la fin, c'est comme ça que ça se complète d'une certaine manière. Alors, sa durée relative de vie en situation de déportation, c'est parce qu'il est un déporté politique. Hein. Il n'est pas un déporté racial, donc il n'est pas envoyé dans un camp d'extermination. Il est envoyé dans un camp où il y a des commandos de travail. Donc, je dirais que là, c'est une combinaison de quel était son état physique à lui au départ, quelles sont ses capacités d'endurance et puis dans quel commando il va tomber. Et après, malheureusement, la disparition au printemps 1945, elle peut intervenir à l'occasion d'un bombardement allié, elle peut intervenir pendant les fameux déplacements forcés qui se font dans des conditions matérielles horribles et quand on ne peut plus avancer, éventuellement, on est achevé. Il peut succomber à la maladie aussi, parce que le typhus en particulier sévit à ce moment-là et il peut succomber tout simplement à l'épuisement
y compris alors que la libération est proche ou même est advenue. Grâce aux archives, une fois de plus, il est possible de reconstituer son parcours, j'allais dire, dans les camps. Les Allemands tenaient tout cela à jour, ou contraignaient certains déportés à le tenir à jour. Donc il y a des documents montrant dans quel commando il a été utilisé. Et tout indique qu'à certains moments, il a été dans des commandos particulièrement durs, réservés aux fortes têtes. Et donc, c'est vrai que la durée fait que sa santé s'est fortement dégradée. Madame avait une question aussi. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange. Merci. J'ai une question, un peu de curiosité. Comment est-ce que vous avez l'histoire de la circulation de cet album photo? Comment il se retrouve dans une brocante Alors, là, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, comment vous dire? Oui, il a fallu, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais identifier la personne qui m'avait laissé le fameux, qui m'avait laissé, non, c'est pas à moi qui l'a laissé, c'est à nous. la fameuse personne en question qui a fait la petite fiche où il indique ayez le courage de les examiner. En fait, après enquête, il apparaît que la personne qui a composé cet album s'appelait Paul Leduc. C'est un militaire français, jeune militaire français, qui a été envoyé sur le territoire français au moment de la libération, peu avant, et qui est à Paris à ce moment-là. Et il fait partie de services qui sont appelés notamment, à perquisitionner ou à vider les lieux occupés par les Allemands. Mon hypothèse, c'est que ce Paul Leduc a fait partie d'une équipe qui a récupéré dans les locaux, je fais vite, c'est peut-être pas le service en question, mais en gros de la Gestapo, qui avait géré le cas Raoul, et il a récupéré des documents, et en l'occurrence, lui, des photos. Et je pense qu'à ce moment-là, Paul Leduc a gardé pour lui, à titre personnel, un peu de collection, ces photos. Certaines, il en a composé un album, d'autres, il les a mis dans une caisse en bois qu'il a laissée à son fils. À son décès, c'est un de ses fils qui a récupéré la caisse en bois, et ce fils en a fait don au musée de Champigny. Donc, c'est comme ça que des photos se sont retrouvées à Champigny, dans un album qui s'est retrouvé dans le sud de la France, puisque Paul Leduc a vécu à côté de Barjac, la ville où a été trouvé l'album, sur une brocante. On peut supposer qu'il l'avait légué ou donné à quelqu'un qui n'en a pas pris soin et qui l'a revendu comme ça et qui s'est retrouvé dans les circuits de brocante. Mais en fait, le brocanteur n'a pas voulu donner ses sources. Les brocanteurs sont comme les journalistes. La première démarche au moment où mon amie Stéphanie trouve l'album, c'est d'après on a appelé le brocanteur 10 fois. Je l'ai eu au téléphone pour lui dire, monsieur, où avez-vous récupéré cet album? Ça peut m'aider. Oui, c'est un vendeur qui me l'a redonné. On a vidé la maison d'une vieille personne. C'est les secrets de brocanteur. Il devait peut-être y avoir des magouilles là-dessous. En tout cas, on a fini par récupérer l'album et c'est l'essentiel. Oui, monsieur. Oui. Madame, oui, voilà, madame est là-bas. Oui, allez-y. J'ai juste une question sur par rapport à lui. Les photos maintenant constituent un corpus. Est-ce que des historiens vont enfin pouvoir se pencher? Oui, bien sûr. Des découvertes sur des pans peut-être que des historiens vont prendre le relais et travailler sur cette histoire. Oui, bien sûr, c'est souhaitable. Dans l'immédiat, la priorité, mais ça prendra beaucoup de temps, c'est vraiment d'inventorier l'ensemble du fond. Alors, les équipes de Champigny ont fait un énorme travail effectivement, pour répertorier, lister les photos précisément. Dans la mesure où, en fait, il y en a encore plus que ce qu'on pouvait imaginer, il y a encore pas mal de travail en la matière. Et effectivement, les historiens peuvent se pencher dessus. Après, l'autre étape, ça sera, mais là, c'est pas tout de suite, mais c'est de centraliser tout cela, de les réunir. Pour l'instant, c'est un peu disparate. De les réunir pour en faire des expositions, de les avoir dans un même musée. Alors j'en profite pour vous préciser quelque chose qui est parfois un peu déroutant pour le public actuel, surtout les plus jeunes. Les photos sont d'un format assez petit, donc ça peut surprendre, mais dans le livre, les éditions du Seuil ont eu raison de les reprendre en format réel, telles qu'elles étaient à l'époque. On n'a pas joué sur le spectaculaire en grossissant certaines photos. Donc c'est vrai qu'en termes d'expo, c'est assez particulier. Si on en fait une un jour, il faudra imaginer un dispositif qui permettra de les mettre en valeur tout en respectant la taille de l'époque. Voilà.
Voilà, donc il y a quand même pas mal de pistes pour des jeunes historiens dans la salle, hein, à la fois travailler sur ce fond et se lancer dans des monographies sur les grands magasins parisiens. On voit qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses, évidemment. Je pense que l'historienne professionnelle à côté de moi le sait, qu'on peut encore investiguer sur cette période. Je crois qu'il y avait une question par là. Oui, quand la police a reçu la lettre qui dénonce le photographe, je me demande s'il y avait une marge de manœuvre pour la police et si la police aurait pu ne pas enquêter ou bien ne pas donner le dossier aux Allemands après. Oui, il y avait une marge de manœuvre pour la police, effectivement, surtout à la suite de la réception d'une lettre anonyme. Hein. C'est pas comme s'il y avait le constat d'un flagrant délit, bien sûr. Mais Philippe s'est intéressé au profil des deux policiers et ce sont des policiers qui, eux, de toute façon, ont pris le parti d'enquêter, de pourchasser les opposants. Voilà. Donc, de leur point de vue, la question ne se pose absolument pas d'enterrer l'affaire. Hein. Ils se trouvent très légitimes à faire cette enquête et probablement ils sont très satisfaits qu'elle aboutisse. Ils sont d'autant plus satisfaits qu'effectivement l'un et l'autre ont des dossiers professionnels que j'ai pu récupérer sur lesquels il est mentionné. La hiérarchie mentionne très bon élément, fait preuve d'un peu de zèle, mais on ne va pas s'en plaindre. Enfin, bon, donc, non, ils ne se sont pas posé beaucoup de questions morales à ce moment-là, je pense. Alors, on va reprendre une dernière question. Je voulais juste vous prévenir que Bénédicte Vergès-Chagnon va partir prendre son train. Voilà. Si elle pour rejoindre moi aussi la gare Saint-Lazare par la ligne 4. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Juste avant qu'elle parte, je voulais... Je vais prendre une dernière question, mais je ne sais pas si... Je voulais signaler son livre donc sur les studios Harcourt. Il est paru aux éditions de Noël et c'est fascinant de mettre les deux livres l'un à côté de l'autre si vous êtes passionné par la photo parce qu'on a deux mondes totalement différents exactement à la même période. C'est un exercice même pour l'œil d'ouvrir les deux l'un à côté absolument fascinant. Alors j'ai promis une dernière question. Ensuite, Philippe va signer son livre à la sortie. Donc vous pourrez encore poser une ou deux questions rapides parce que l'exercice de signature demande le respect de celui qui attend derrière. Peut-être la dernière question dans la salle. On se posait la question sur les légendes. Oui. Est-ce que vous avez avancé sur l'auteur ou l'auteur de ces légendes? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Et je pense que Raoul en faisait partie. Mais c'est une intuition plus qu'une certitude scientifique. La seule manière de l'établir éventuellement, mais ça sera compliqué, c'est que malheureusement, je n'ai pas de trace de l'écriture de Raoul. Ou plutôt si, les seules traces que j'ai, c'est sa signature et l'écriture de son nom dans certains documents de déportation. À Buchenwald ou à Mauthausen, ou peut-être dans les deux, il écrivait parfois son nom. Et comme ça, sans être un spécialiste, je regarde la manière dont il fait M-I-N-O-T ou Raoul, et je trouve des points de comparaison, mais encore une fois, je ne suis pas graphologue. Voilà. Donc je pense qu'il en a écrit. Je pense aussi, et là, ce n'est pas une certitude, c'est au feeling, que Marthe, son épouse, était forcément au courant de tout ce qu'il a fait et qu'elle l'a aidé à écrire certaines légendes. Peut-être aussi que leur collègue, Jules Juvin, qui a été arrêté en même temps, peut-être qu'il a mis la main à la pâte également. Alors, comme elles étaient datées, c'était forcément lui. Vous soulevez un mystère. C'est que autant aujourd'hui, quand vous prenez le château de Blois en photo, on saura que le 12 octobre à 11h30, vous étiez à Blois, parce que c'est marqué dessus. Là, comment faisait-il? Est-ce qu'il notait à chaque fois dans un petit carnet, j'étais 15h05, place de la Concorde, et après, il y avait les légendes? Ce qui est certain, et là vous avez raison parce que c'est un point très important, beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment on peut savoir que ces légendes, elles datent de l'époque? Pourquoi elles n'auraient pas été faites dans les années 60? Peut-être, si ce n'est que sur les procès-verbaux de police que j'ai récupérés, l'inspecteur Payen, un des deux, note « Nous saisissons les photos, environ 1 millier,
dans l'appartement de Bécon, nous saisissons l'appareil photo, un Kodak Brownie, et donc les photos comportent des commentaires au dos. Les commentaires sont signalés dès 43 dans les rapports de police. Alors, avec une limite quand même, il ne donne pas la nature des commentaires. Il dit il y a des commentaires sur les lieux photographiés, mais il ne souligne pas leur côté ironique, moqueur et insultant pour les Allemands, quelque part. Voilà, on va s'arrêter là malheureusement. Je voulais vous dire que il y a évidemment ce livre que vous retrouvez à la sortie, le livre de Philippe, avec beaucoup des éléments dont qu'on a juste rapidement évoqué pendant cette discussion, et qu'il y aura un podcast fabriqué par le journal Le Monde dans les semaines à venir qui racontera à nouveau toute l'enquête en 5 épisodes. Et Bénédicte interviendra également. Et il y aura Bénédicte dedans. Voilà. Merci à vous.